Bien, bonjour à tous. Merci pour cette introduction. J'aurais préféré être debout pour vous parler, mais j'ai une petite cruralgie qui fait que j'ai du mal à me tenir debout. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous donner quelques informations sur la maladie d'Alzheimer, mais surtout vous apporter des informations positives, puisqu'on va parler de prévention. Cette maladie, on la connaît, elle fait peur, mais peu de gens savent qu'en réalité, on a maintenant des notions de plus en plus précises sur la prévention de cette maladie. On sait que si on fait les choses correctement, on peut diminuer de 45% le risque d'avoir la maladie d'Alzheimer, ce qui est quand même pas négligeable. Mais avant toute chose, j'aimerais quand même vous resituer un petit peu le cadre de cette maladie, vous dire un peu de quoi il est question. Tout d'abord, les chiffres. Vous voyez, ces chiffres donnent un petit peu le vertige parce que on se rend compte aujourd'hui que dans notre pays, vous avez 1,4 million de personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer ou un trouble apparenté, et que ce chiffre pourrait doubler dans les 25 prochaines années. Ce qui peut-être peut vous surprendre, c'est que c'est une maladie qui touche surtout les femmes, 2 femmes pour un homme. Peut-être que tout à l'heure la question va m'être posée, pourquoi les femmes sont-elles touchées davantage? C'est également une maladie qui évidemment fait très peur. Et hélas, face à ce fléau, eh bien, nous n'avons pour le moment aucun traitement à proposer pour guérir la maladie de l'Alzheimer. On la soigne, mais on ne la guérit pas. Ce qui est important aussi d'entendre, c'est qu'Alzheimer, ce n'est pas simplement la maladie d'un individu, c'est aussi la maladie d'une famille. Et c'est probablement une des choses qui la différencie de toutes les autres pathologies que nous pouvons connaître, cancer, maladie cardiovasculaire et autres. C'est qu'en réalité, quand une personne a la maladie d'Alzheimer, le principal symptôme, c'est que c'est une perte lente et progressive de son autonomie et que cette personne, souvent, eh bien, est en perte d'autonomie sans être elle-même consciente de ses troubles. Ce qui implique la nécessité pour l'entourage d'être à ses côtés au début de façon ponctuelle, mais plus la maladie avance, plus eh bien, cette présence doit se faire, on va dire, rapprocher. C'est la raison pour laquelle on a fait un sondage, nous-mêmes, notre fondation, on a demandé à 10 000 personnes représentatives d'un échantillon de la France. On leur a posé un certain nombre de questions et à partir de là, on a pu établir donc le chiffre qu'on vous a donné, 1 400 000 personnes touchées et 5 millions d'aidants. C'est-à-dire que vous avez à peu près, on va dire, 4 aidants par malade qui, au quotidien, se préoccupent du sort de ce patient. Donc si on additionne les malades et les aidants, on se rend compte que Alzheimer aujourd'hui concerne 10% de la population. 10% de la population française est impactée de près ou de loin au quotidien par cette pathologie. Les causes de la maladie d'Alzheimer sont pour le moment mal connues. On sait que dans des cas qui restent heureusement très rares, il y a des facteurs génétiques qui ont été bien identifiés et qui jouent un rôle déterminant. Vous avez des familles où à chaque génération, la moitié des individus vont avoir une maladie d'Alzheimer entre 45 et 60 ans. On connaît les gènes et on peut parfaitement expliquer ce qui se passe. Heureusement, ce sont très peu d'individus. Ils représentent peut-être 0,5%
de la totalité des malades atteints d'Alzheimer. La grande majorité, eh bien, ce sont des gens qui ont des formes dites sporadiques, qui vont commencer Alzheimer autour de 70 ans jusqu'à un âge très très avancé. Pendant longtemps, on considérait qu'il y avait deux types de maladies. Quand on avait des troubles cognitifs avant 65 ans, on parlait de maladie d'Alzheimer et au-delà, on parlait de démence sénile. Aujourd'hui, on ne parle plus de démence sénile. C'est un mot qui n'existe plus dans le langage médical. On parle de maladie d'Alzheimer, quel que soit votre âge. Que vous ayez 48 ans ou 92 ans, vous avez la maladie d'Alzheimer dès lors que vous développez un certain nombre de symptômes. Alors, il y a quand même dans ce tableau quelques bonnes nouvelles. Et notamment le fait qu'on s'est rendu compte qu'à âge constant, eh bien, l'incidence de la maladie diminue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire que votre risque à vous d'avoir la maladie d'Alzheimer est inférieur probablement de 20% au risque de vos parents au même âge d'avoir eu la maladie d'Alzheimer s'ils auraient pu l'avoir. D'accord ? Donc ça veut dire que de génération en génération, l'incidence diminue. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que le nombre augmente ? Pourquoi est-ce que dans 25 ans, il y aura 2 fois plus de malades ? Mais parce que, on va le voir tout à l'heure, le premier facteur de risque de cette maladie, c'est l'âge. Plus vous avez de gens âgés, voire très âgés, plus le risque augmente et plus vous avez donc de malades potentiels. L'autre nouvelle intéressante, c'est que si on arrive à retarder la maladie de 5 ans, comme c'est une maladie de fin de vie, eh bien, on peut diminuer de moitié le nombre de patients. En d'autres termes, on autorise aux gens de, excusez-moi de cette expression, mais de mourir d'autre chose avant d'avoir la maladie d'Alzheimer. Voilà. Bon, pourquoi pas ? C'est toujours mieux comme ça. De toute façon, on finira tous un jour, effectivement, par mourir. Et donc, il vaut mieux que ça se passe le mieux possible. Alors, je vais vous donner quelques idées quand même au fond, qu'est-ce que c'est que cette maladie ? Qu'est-ce qui se passe exactement dans le cerveau de nos patients ? Là, vous avez 2 images. Vous avez une image qui est, on va dire, anatomique et que l'on voit sur les IRM. Et puis, vous avez une autre image qui est à droite, qui est une image plutôt microscopique et qui montre qu'est-ce qui se passe au niveau des neurones. À l'IRM, le cerveau d'un malade Alzheimer, vous voyez, il est très atrophié. Toute la partie qu'on appelle la substance grise, dans laquelle est contenu les neurones, qui sont au fond les puces de notre cerveau, les puces électroniques. C'est vraiment, si on compare le cerveau à un ordinateur, eh bien, les puces de l'ordinateur, ce sont les neurones. Eh bien, cette couche de neurones, qu'on appelle le cortex, qui est en périphérie, qui est un petit peu plus sombre, elle a tendance à s'atrophier. Et il y a surtout quelque chose de très caractéristique que vous voyez là, avec ce petit pointeur, je devrais pouvoir y arriver. Oui. Vous voyez cette zone-là ? Voilà, là. Ces deux zones, on en a une dans chacun de nos lobes cérébraux. C'est ce qu'on appelle les hippocampes. Et vous voyez que, après des années d'évolution, les hippocampes ont quasiment disparu, elles ont rétréci énormément. Et pourquoi est-ce que la maladie d'Alzheimer commence le plus souvent par des troubles de la mémoire ? Parce que les premières zones du cerveau atteintes par Alzheimer sont les hippocampes. À quoi servent les hippocampes ? Eh bien, les hippocampes, elles servent à retenir les informations que nous allons assimiler tout au long d'une journée avec nos sens. Là, vous allez assister à une conférence
Bon, un certain nombre d'entre vous allaient dormir, d'autres allaient être intéressés, d'autres allaient peut-être être indifférents. Toujours est-il que ce soir, pendant que vous allez dormir, votre hippocampe va retraiter les informations que vous avez retenues de cette conférence. Et puis, elle va dire « Ah, ça m'intéresse, je vais garder. » Ou « Ça, bon, j'ai rien compris, je ne garde pas. » À votre insu, pendant votre sommeil. Et ensuite, eh bien, les informations que l'hippocampe juge utiles vont basculer dans un autre réservoir cérébral et qui, si on en reparle, si vous en reparlez, si vous êtes amené à utiliser à nouveau ces informations, eh bien, elles vont se fixer plus durablement dans ce qu'on appelle la mémoire sémantique, qui est au fond la culture générale. Eh bien, quand on a la maladie d'Alzheimer, les hippocampes sont dysfonctionnels, et au lieu de faire un tri correct, ils ne trient plus correctement. C'est la raison pour laquelle, ce qui peut paraître un peu contre-intuitif, quand on a la maladie d'Alzheimer, on peut parfaitement réciter un poème qu'on aurait appris en 6e, mais par contre, on aura beaucoup plus de difficultés à se souvenir de la conversation qu'on aura eue avec son petit-fils la veille. D'accord ? Parce que justement, c'est l'hippocampe qui décide de ce qu'on fait de cette conversation avec le petit-fils. Et comme il est dysfonctionnel, il n'aura pas su, retenir les informations contenues dans cette conversation, ce qui fait que vous n'allez pas vous en souvenir. Donc, une des caractéristiques vraiment de la maladie d'Alzheimer, dès lors qu'on parle de trouble de la mémoire, c'est qu'elle touche la mémoire récente en premier, et pas la mémoire lointaine. Souvent, les familles veulent se rassurer en nous disant « mais il a des souvenirs encyclopédiques de plein de choses, il peut me parler d'artistes, de biographies, de livres qu'il aura pu lire, mais malheureusement, il ne sait plus très bien avec qui il a pu dîner la veille ou le film qu'il a vu à la télé il y a 2 heures. » Eh bien, ça, c'est très caractéristique justement de ces maladies neuroévolutives débutantes. Vous avez sur la diapositive donc de droite une vision microscopique de la maladie d'Alzheimer, où là on est au niveau du neurone et on voit des neurones sains d'un côté et de l'autre des neurones qui sont malheureusement attaqués par Alzheimer. Et Alzheimer se caractérise, en tout cas c'est ce que nous pensons aujourd'hui, par le dépôt de 2 protéines anormales, une qui est entre les neurones, qu'on appelle la protéine bêta-amyloïde, vous la voyez là, voilà, plaque amyloïde, et une autre qui est dans le neurone lui-même, et qu'on appelle la dégénérescence neurofibrillaire, qui arrive plutôt dans un 2e temps. Cette accumulation de protéines pathologiques, qui se fait très très lentement, on va voir ça tout à l'heure, finit par étouffer les neurones, les rendre dysfonctionnels, et dès lors que, il y a un nombre trop élevé de neurones qui sont dysfonctionnels, les symptômes apparaissent. Alors, comment ça se passe ? C'est une maladie donc qui va évoluer sur 10, 15, 20 ans, très lentement au début, sans signe clinique, on va voir ça, et qui va donc entraîner l'accumulation lente et progressive de ces protéines pathologiques dans certaines zones du cerveau, et progressivement, au fur et à mesure que les zones sont lésées, les symptômes apparaissent, car vous savez que notre cerveau a des rôles très spécifiques. Il y a des zones cérébrales qui sont dévolues à certaines fonctions. Donc c'est la raison pour laquelle vous commencez par des troubles de la mémoire, parce qu'on est surtout dans la zone de l'hippocampe, dans un premier temps, vous voyez, là. Et puis après, on a des atteintes instrumentales. Alors, instrumentale, c'est un terme qui désigne
eh bien, les fonctions qui nous permettent, entre autres, par exemple, d'échanger, donc les troubles du langage, par exemple, eh bien, les gens vont commencer à avoir un manque du mot, ils cherchent leurs mots, et ils ont du mal à se souvenir des noms propres, mais aussi des noms communs. Ils auront aussi parfois un petit peu de mal à faire des gestes plus sophistiqués, comme nouer une cravate, boutonner une veste, une chemise, etc., ce qu'on appelle les fonctions praxiques, utiliser leur couvert. Et puis après, il peut y avoir des troubles du comportement. Et puis à la fin, eh bien, on a vraiment une perte d'autonomie qui est extrêmement importante. Alors, pour envisager la maladie, on a en fait deux façons de voir les choses. On peut les voir à l'apparition des premiers symptômes, mais on peut aussi la voir à l'installation des lésions cérébrales. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Voilà, là vous avez une diapo qui est très utile pour comprendre en quoi eh bien, la prévention de la maladie d'Alzheimer est possible. Là, vous voyez, vous avez donc un petit graphique. Là, vous avez le temps qui s'écoule. Et là, vous avez, on va dire, l'importance du problème qui a été identifié. Là, entre normal et trouble léger, dans la phase dite préclinique, vous voyez, il peut se passer 10 à 15 ans. Qu'est-ce qui se passe? Pendant 10 à 15 ans, dans votre cerveau, va se déposer de manière très très lente et insidieuse ces fameuses protéines bêta-amyloïdes. La charge amyloïde va croître très lentement, très lentement, très lentement, vous voyez, jusqu'à arriver à un niveau où là, il y a tellement de protéines amyloïdes dans le cerveau qu'il y a trop de neurones dysfonctionnels et on voit apparaître les premiers troubles. Les troubles cognitifs, vous voyez, alors il y a l'autre protéine dont on a parlé, qui est la protéine Tau, qui elle arrive dans un deuxième temps. C'est d'abord amyloïde entre les neurones, ensuite Tau dans les neurones, là dans un deuxième temps. Mais vous voyez, ensuite, entre le moment où on arrive à un taux de protéines très élevé et les premiers troubles cognitifs, il se déroule beaucoup de temps. Vous voyez, entre là, on va dire entre là et là, il peut y avoir 10 ans où la personne, en réalité, n'a pas de troubles cognitifs. Pourquoi? Parce que notre cerveau, je vous rappelle, 70 milliards de neurones reliés chacun par à peu près 100 000 points de contact. C'est un réseau extrêmement puissant, très très dense et très redondant. Et donc, s'il y a quelques neurones dysfonctionnels, c'est pas un drame parce qu'ils sont remplacés par d'autres. Si un circuit qui marche pas, il est remplacé par un autre. Ce qui permet donc pendant toute cette période-là, en dépit de l'accumulation anormale de ces protéines, en dépit de l'IRM qui montre qu'il y a une atrophie corticale, les troubles cognitifs, eux, n'apparaissent que beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est que pendant toute cette période-là, on est porteur de protéines pathologiques à notre insu. Et donc, quand on comprend ça, à ce moment-là, on comprend mieux, au fond, la différence entre prévention primaire et prévention secondaire. Prévention primaire, ça serait... Alors, attendez. Non, là, je suis allé un petit peu vite dans mon machin, là. Voilà. Alors, prévention primaire. Prévention primaire, c'est être capable d'empêcher la cascade amyloïde, la cascade biologique anormale, empêcher que, à ce niveau-là, quelque chose se déclenche pour que ça démarre.
Ça, c'est la prévention primaire, d'accord? Pour vous donner un exemple, la prévention primaire du Covid, c'est tout simplement mettre un masque. C'est empêcher que le virus ne vous atteigne dans les poumons. C'est la prévention primaire, d'accord? La prévention secondaire, c'est un peu différent. Alors, le problème, excusez-moi. Le problème, c'est que ce qui se passe là, on ne sait pas. On ne sait toujours pas aujourd'hui pourquoi dans une fratrie de 5 enfants qui ont entre 65 et 85 ans, il y en a 1 ou 2 qui vont avoir Alzheimer et les autres pas. On ne sait pas. On a des idées, on va en parler tout à l'heure, mais aujourd'hui, on ne sait pas quels sont les facteurs déclenchants de cette maladie. Pourquoi est-ce que chez les uns, ça va apparaître et pas chez les autres? D'accord? Donc ça, c'est quand même un gros problème. Quand vous avez une hépatite virale, on sait pourquoi vous avez une hépatite virale. Parce que vous avez attrapé un virus. Quand vous avez la maladie d'Alzheimer, on ne sait pas qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, cette cascade d'erreurs s'est déclenchée. D'accord? En revanche, ce que l'on sait, c'est que pendant toute cette période, le cerveau, lui, malgré l'accumulation de ces protéines anormales, eh bien, il est capable de compenser. Il va se battre. Il va essayer justement de réparer comme il pourra. Il trouvera des solutions, ce qui va permettre justement, eh bien, d'allonger cette période entre le normal et les troubles légers d'autant plus. D'accord? On peut, comme je vous le disais tout à l'heure, si on allonge de 5 ans cette période, on diminue de moitié le nombre de malades. D'accord? Or, on sait aujourd'hui que cette période-là, on peut vraiment la prolonger de manière très significative, de 5, voire peut-être même de 10 ans. D'accord? Donc ça vaut vraiment la peine. Hein? Alors, donc, prévention primaire, prévention secondaire. Donc, c'est surtout de la prévention secondaire dont je vais vous parler aujourd'hui, parce qu'on la maîtrise bien, mais on pense qu'en réalité, les deux sont liés. Il est clair que si on pratique correctement eh bien, ce qui est suggéré pour la prévention secondaire, on se donne aussi un maximum de chances de ne pas avoir du tout la maladie d'Alzheimer. Alors maintenant, on va parler des facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque pour la maladie d'Alzheimer. On les a bien identifiés. Il y en a sur lesquels, hélas, on a peu d'impact, mais il faut les connaître. Et puis il y en a sur lesquels on peut vraiment agir. Alors on va d'abord commencer par ceux sur lesquels il y a peu d'impact. L'avance en âge. Ça, on ne sait pas empêcher un individu de vieillir, mais vous voyez que, eh bien, en fonction de votre âge, votre risque croît de manière très significative, hein, puisque à 90 ans, on pense qu'une personne sur 3 a la maladie d'Alzheimer. Hein. Comme vous avez tous à peu près vos chances, surtout vous, mesdames, d'atteindre 90 ans sont très élevées. Dans cette salle, il y en a une sur 3, si on ne trouve pas de traitement contre la maladie d'Alzheimer, qui aura cette pathologie. Donc ça vaut la peine quand même d'y réfléchir et d'essayer de se battre. Alors, je vais vous proposer, justement, compte tenu du fait que le premier facteur de risque de la maladie d'Alzheimer, c'est l'âge, je vais vous proposer une carte qui va vous permettre de comprendre un petit peu ce qui va nous arriver dans les prochaines années. Là, vous avez une carte qui montre la répartition des gens de plus de 60 ans dans le monde. Et on voit bien que, à part l'Australie, c'est surtout dans l'hémisphère nord que ça se passe. C'est l'hémisphère nord qui vieillit, on va dire, le plus rapidement. Ce qui est une très bonne nouvelle.
Hein, il ne faut pas voir ça comme une calamité. Je vous rappelle tout simplement que nos arrière-grands-parents, qui vivaient, on va dire, en 1880, dans ce pays, avaient une espérance de vie de 40 ans. Et que vous, mesdames, votre espérance de vie, elle est d'à peu près 90 ans, parce que l'espérance de vie d'une petite fille qui naît aujourd'hui dans ce pays est de 86 ans. Mais vous avez déjà survécu à plein d'accidents que elle va devoir affronter. Donc votre espérance de vie, elle est encore plus élevée. Hein, souvent, quand je parle d'espérance de vie, les gens, je vois le regard qui part un peu dans le vide et puis commencent à calculer en se disant « alors il m'en reste combien ?» Mais en réalité, il faut que vous sachiez que plus vous vieillissez, plus votre espérance de vie augmente. Hein, l'espérance de vie d'un centenaire, elle est pour une femme de 102 ans. Et l'espérance de vie d'une femme de 102 ans doit être de 102,8 ans. Plus vous vieillissez, plus votre espérance de vie croît. Vous comprenez, c'est une statistique. D'accord ? Alors là, regardez, c'est très impressionnant. Par des plus de 60 ans en 2050. Regardez cette carte. Alors, elle est un peu contre-intuitive parce que on connaît tous les cartes qui nous parlent du réchauffement climatique où ça devient rouge cramoisi dans l'hémisphère sud. Et là, c'est tout l'inverse. C'est l'hémisphère nord qui vieillit à toute vitesse. D'accord ? Et l'Afrique qui s'en sort plutôt bien. Alors, je pense que c'est une très bonne nouvelle, mais je pense aussi que peu de pays, à part peut-être le Japon, ont réellement compris ce qui allait nous arriver. En France, en tout cas, je peux vous dire on passe complètement à côté. Notre société, le monde dans lequel nous vivons, va devoir affronter 3 révolutions majeures dans les 20 prochaines années. On connaît bien les 2 premières, révolution climatique, nous le répète en boucle, et puis révolution numérique, l'intelligence artificielle, qui est un truc extraordinaire qui nous arrive tous. Et on oublie la 3e, qui est la révolution démographique. Vous savez qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a plus de gens qui ont 65 ans que de jeunes de moins de 20 ans. Et ça va continuer comme ça. Ça va croître et embellir. Donc, il va falloir qu'on s'adapte, on va y arriver, et peut-être que justement, on va dire, une des difficultés que nous allons avoir à affronter par rapport à cette question du vieillissement de la population, c'est la question de la maladie d'Alzheimer. Parce que si nous ne trouvons pas de traitement, là, ça va être très compliqué à gérer. Très compliqué à gérer. Alors, 2e facteur de risque, sur lequel, là aussi, hélas, on ne va pas pouvoir faire grand-chose, en tout cas dans l'état actuel de nos connaissances. Facteur de risque génétique. Souvent, les gens me disent « Mais si maman a eu Alzheimer, est-ce que j'ai un risque d'avoir Alzheimer ?» La réponse est là. Oui, votre risque augmente un peu. Pas de manière majeure, mais il augmente un peu. Je vous ai parlé de ces formes familiales où vous avez là des gènes très spécifiques qui font que là, le risque, il est majeur puisque c'est un gène dominant et que donc, à chaque génération, la moitié des individus sont atteints. Dans ces familles, on peut vous proposer, quand vous le voulez, il faut être, je pense, être majeur, donc à partir de 18 ans, on peut vous proposer de faire un bilan génétique. Est-ce que vous avez envie, à 19 ans, de savoir que vous aurez une maladie d'Alzheimer incurable à 45 ans? C'est un vrai sujet, d'accord ? Mais sachez qu'en tout cas, c'est possible. Alors, il y a d'autres gènes qu'on connaît qui, eux, sans être dominants, jouent un rôle et qui peuvent augmenter, on va dire, le risque de manière significative. Et ça peut être intéressant de le savoir. Peut-être qu'il vaut mieux pas, j'en sais rien. Moi, je vous raconte une anecdote.
J'ai un ami américain qui est un peu hypocondriaque et qui donc a décidé, comme c'est facile aux États-Unis, de se faire un petit bilan génétique. Vous savez, c'est rien du tout, ça coûte 30 ou 40 $. Vous envoyez un petit peu des échantillons de votre salive et on vous dit 2 mois plus tard les maladies que vous risquez d'avoir, qui sont vos descendants, de quel pays, quelle région, etc. Enfin, on vous raconte plein de trucs sur vous. Tout ça est passionnant. Et lui, bon, il faisait ça avec l'espoir d'être rassuré, qu'on lui dise « je suis en pleine forme, tout va bien, la vie est belle ». Manque de peau, il est revenu avec comme résultat, vous êtes porteur justement de l'apolipoprotéine E4 2 fois. En d'autres termes, ce garçon qui pensait que tout allait bien, il avait à peu près la soixantaine, a découvert fortuitement qu'il avait un risque multiplié par 15 à 20 d'avoir une maladie d'Alzheimer autour de 80 ans. Bon, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il avait une vie qui était mal réglée, une mauvaise hygiène de vie, et on en a parlé ensemble évidemment. Je lui ai proposé de lire le bouquin, de l'aider chaque fois qu'il le souhaitait, et il a vraiment maintenant une hygiène de vie qui est excellente. Je ne sais pas si ça va le protéger contre Alzheimer, mais en tout cas contre beaucoup d'autres pathologies, c'est certain. Et du reste, il me dit il se sent beaucoup mieux dans sa peau depuis. Mais donc, il y a ce gène-là, et il nous intéresse parce que les nouveaux médicaments qui vont apparaître, ils vont venir incessamment sous peu. Ils ont été retoqués par les autorités françaises dans un circuit court, mais on va les avoir bientôt. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Eh bien, il faudra être sûr de ne pas être porteur de ces gènes-là pour pouvoir disposer de ce médicament. Autre facteur de risque, le sexe, qui est porté par les gènes, comme vous le savez, et qui fait que, voilà, il y a 2 fois plus de femmes que d'hommes après 80 ans atteints de la maladie d'Alzheimer. On en parlera peut-être là encore si vous le voulez, s'il y a des questions, je vous expliquerai pourquoi. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que les gènes interviennent certainement pour beaucoup dans cette pathologie. Il y a des gènes qui prédisposent, et puis il y a des gènes qui protègent aussi. Et on essaie de comprendre. On a identifié, on est assez bon en France pour tout ce qui est recherche sur les gènes dans l'Alzheimer. Il y a une équipe notamment à Lille qui a fait parler d'elle dans le monde, et elle a identifié 74 gènes qui jouent un rôle dans la maladie d'Alzheimer. Alors, on ne sait pas encore très bien qu'est-ce qu'ils font, et on travaille dessus, mais on sait qu'ils ont tous un rôle, c'est-à-dire que si vous avez tel gène, votre risque augmente de 15%. Si vous avez tel autre, le risque augmente de 35%. Si vous en avez encore un troisième, votre risque diminue de 10%. Donc, on est en train d'étudier tous ces gènes et comprendre. Alzheimer, c'est une maladie qui est multifactorielle. Il y a plein de portes d'entrée qui peuvent être génétiques. Génétique, ça ne veut pas forcément dire héréditaire. Hein. Vous faites la différence. Héréditaire, je reçois de mes parents certains gènes qui peuvent donner des maladies, mais génétique, je peux, au moment où je suis fabriqué, où en fait les gamètes de mes parents se fusionnent, il se passe des choses qui font qu'il y a des petites anomalies qui peuvent apparaître à ce moment-là, des mutations génétiques et qui ne sont pas nécessairement héréditaires, qui ne viennent pas nécessairement de mon père ou de ma mère. Mais en tout cas, ces mutations-là jouent un rôle dans l'apparition d'Alzheimer. Pour que vous compreniez, ce sont des facteurs prédisposants. Par exemple, on sait que le fait de fumer est un facteur de risque de la maladie d'Alzheimer. D'accord ? Et peut-être que si vous fumez et que vous avez un gène X, votre risque d'avoir Alzheimer va être élevé. En revanche, si vous fumez et que vous n'avez pas ce gène X, votre risque sera beaucoup moins élevé. Donc on voit bien, ce sont ces accumulations
ce sont, on va dire, eh bien, ces différentes formes de, comment est-ce qu'on pourrait dire, je cherche le terme qui m'échappe, peu importe, mais on va dire que probablement Alzheimer, c'est 15, 20, 30 facteurs qui interviennent, et c'est la façon dont ils se répartissent, eh bien, c'est cette façon-là qui fera que chez les uns, on aura un Alzheimer, et chez les autres, on ne l'aura pas. Et la raison pour laquelle, justement, on a beaucoup de mal encore aujourd'hui à comprendre pourquoi certains ont la maladie et d'autres pas, c'est parce que, justement, il y a tellement de variables qui interagissent les unes avec les autres qu'on n'arrive pas aujourd'hui à comprendre, identifier, arriver à repérer avec clairvoyance qu'est-ce qui fonctionne exactement. Je suis persuadé que l'intelligence artificielle, je suis persuadé que nos superordinateurs vont nous aider à aller très vite dans ce domaine et qu'à terme, on va pouvoir repérer les signaux faibles qui sont des facteurs qui pourront s'avérer prédisposants pour Alzheimer et nous permettront de repérer très précocement les gens à risque. Alors, je continue. Maintenant, il y a aussi des facteurs sur lesquels on peut intervenir. C'est de cela dont j'aimerais vous parler évidemment en priorité. Donc, on arrive là au cœur de notre conférence. Mais je pense que c'était important, avant d'en arriver là, que vous compreniez un petit peu mieux qu'est-ce qui se passe dans la maladie d'Alzheimer. Et ce qu'on observe, si vous voulez, c'est que, en réalité, ces facteurs, eh bien, qui vont ou bien protéger ou bien accélérer l'apparition de la maladie d'Alzheimer, ces facteurs, en réalité, se mettent en place à tous les âges de la vie et parfois extrêmement précocement. On sait par exemple que dès l'enfance, à l'adolescence également, eh bien, vous pouvez mettre en place des facteurs protecteurs ou des facteurs de risque. Et là, il est question de quelque chose qu'on appelle la réserve cognitive. La réserve cognitive, c'est au fond un terme qui désigne eh bien, la densité de ce réseau neuronal que nous avons dans notre cerveau et qui est, au fond, la résultante des interactions de ces milliards de neurones entre eux. Ce réseau neuronal, il n'est pas fixe. Il bouge tout le temps. Il est tout le temps en mouvement. Il se fait, il se défait en permanence. Je vous donne un exemple qui va vous parler, parce qu'on l'a tous vécu. Vous apprenez une langue étrangère. Quand vous êtes en train de l'apprendre, vous la maîtrisez pas trop mal et vous la parlez pas mal. Vous partez à l'étranger dans la langue où elle est, dans le pays où elle est parlée. Et là, vous allez vous débrouiller assez bien. Tout ira bien. Et puis, vous rentrez chez vous et pendant 3 ans, vous n'êtes plus amené à parler cette langue. Qu'est-ce qui va se passer dans votre cerveau ? Tous les points de contact qui permettaient justement de parler la langue vont plus ou moins ou s'estomper ou disparaître. Ce qui fait que quand vous serez amené à un moment donné à rencontrer une personne qui parle cette langue, 2-3 ans plus tard, ça sera assez laborieux pour vous de vous exprimer. Mais en revanche, si vous êtes amené à retourner dans le pays pour une autre raison, y passer 2-3 semaines, eh bien ces points de contact vont très vite être réactivés et à nouveau vous allez vous remettre à parler la langue. C'est ça ce qu'on appelle la plasticité neuronale, d'accord ? Donc c'est un réseau qui est tout le temps en mouvement, très dense, tout le temps en mouvement, et qu'on peut entretenir tout au long de sa vie. Mais pour entretenir ce réseau neuronal, il faut déjà avoir des bases solides. Et ces bases solides, on les acquiert eh bien, dans l'enfance, au moment où on apprend à lire, à écrire, etc. Entre un gamin, justement, qui aura un faible niveau d'éducation parce qu'il sera en échec,
parce qu'il aura un niveau socio-économique qui fait qu'il n'est pas favorisé pour travailler correctement le soir, etc., etc. Et un autre qui sera dans une famille favorisée, qui fera des études supérieures, qui aura un métier très stimulant intellectuellement, eh bien, 70 ans plus tard, la réserve cognitive du premier n'aura rien à voir avec celle du second. Et on a vu avec notre courbe toute la période qui précède l'apparition des signes cliniques, la phase dite préclinique. Plus le réseau neuronal est dense, plus cette réserve cognitive est importante, plus il se passera de temps avant que les symptômes n'apparaissent. C'est un petit peu comme un compte en banque. Si votre compte en banque est très fourni et que vous avez un prélèvement automatique, bien avant que la banque ne vous appelle pour vous dire que vous êtes dans le rouge, il se passera plus de temps, évidemment, s'il y a beaucoup de sous que s'il n'y en a pas beaucoup. Mais là, c'est la même chose. Alzheimer prélève malheureusement sa dîme sur votre réseau neuronal, sur cette fameuse réserve cognitive. Plus elle est importante, plus il se passera de temps avant que les premiers symptômes de la maladie, c'est-à-dire en général les troubles de la mémoire, vont apparaître. D'accord ? Donc, vous voyez, quand on dit que la prévention de la maladie d'Alzheimer, elle commence dès le jardin d'enfants, on ne se trompe pas, parce que c'est là que l'enfant apprend à lire, à écrire et découvre les plaisirs de l'apprentissage. Quand on prend sa retraite, on change de vie, mais quand on prend sa retraite, si on a eu toute sa vie le goût de l'apprentissage, si on a toujours été curieux des choses et des gens, on va continuer à l'être. Si en revanche on n'a pas eu cette chance-là, et on avait des métiers un peu routiniers, au moment de la retraite, ça risque d'être beaucoup plus compliqué, et cette fameuse réserve cognitive peut s'atrophier, peut diminuer. D'accord ? Donc, on voit bien que dès l'enfance, dès l'adolescence, il se passe quelque chose. Ensuite, on a l'âge adulte, 20-60 ans. Et là, on est plus dans ce que moi j'appellerais la réserve cérébrale. C'est une autre histoire, mais au fond, facile à comprendre. Je reprends la métaphore de l'ordinateur. Vous savez, dans un ordinateur, il y a ce qu'on appelle le disque dur, c'est la machinerie, la tringlerie, et puis les puces, et puis vous avez le software, c'est la façon dont tout ça interagit. C'est, on va dire, Microsoft, par exemple, on a tous Microsoft, c'est le software. Eh bien, la tringlerie, l'état de santé de notre cerveau, de nos neurones, est indispensable si on veut justement que le cerveau puisse fonctionner correctement et se protéger contre une éventuelle maladie d'Alzheimer. Eh bien, c'est entre 20 et 60 ans qu'on met en place justement toutes les mesures, qu'on prend des habitudes de vie qui nous permettent de conserver un état de santé cérébrale correct. On néglige trop notre cerveau. On considère que c'est un organe comme un autre et que l'on entretient finalement de manière un peu passive. C'est pas la même chose que le cœur. Tout le monde sait qu'il faut courir un minimum pour surveiller et entretenir son cœur. Eh bien, le cerveau, c'est pareil. C'est un organe très compliqué, qui est au fond très chronorésistant, c'est-à-dire que il est celui du corps humain qui vieillit le plus lentement. Ça vous paraît peut-être pas évident, mais si vous y réfléchissez bien, vous allez sûrement pas courir aujourd'hui comme vous couriez il y a 40 ans. Mais en revanche, si je vous demande de faire un joli discours pour un baptême ou pour un mariage, vous le ferez peut-être aussi bien aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Vous voyez bien que votre cerveau peut faire des choses pendant très longtemps à un très bon niveau. Mais il faut évidemment l'entretenir. Et il faut entretenir le réseau vasculaire notamment, qui est très fragile, très dense dans notre cerveau. Il faut entretenir aussi ce qu'on appelle la substance blanche,
qui est toute cette matière qui est en fait le back-office, le support qui permet aux neurones de se développer, de se maintenir en santé, de recevoir les nutriments et de les éliminer ceux qui sont les déchets, ceux qui sont inutiles. Alors, donc, on a bien identifié les facteurs de risque. Beaucoup sont ce qu'on appelle les bourreaux du cœur. C'est une métaphore pour parler de tout ce qui altère le réseau cardiovasculaire. Donc, on voit bien la sédentarité, le diabète, l'hypertension artérielle, le cholestérol en excès, le tabagisme. Ça, ce sont vraiment des facteurs qui abîment le réseau vasculaire. Et notre cerveau, est parcouru par des millions de vaisseaux qu'on ne voit pas à l'œil nu et qui sont absolument indispensables pour que cet organe fonctionne. Le cerveau, il a évidemment plein de superlatifs dès lors qu'on parle du cerveau, mais par exemple, sachez que le cerveau qui pèse à peu près 1/60 du corps consomme 20% de l'oxygène du corps humain. Il ne vous aura pas échappé que si vous ne respirez pas plus de 5 minutes, ça va plutôt mal se passer pour vous. Ce qui n'est pas le cas du cœur. Quand, par exemple, on organise une transplantation cardiaque ou une transplantation de rein, on prélève l'organe chez un patient en état de mort cérébrale et on a plusieurs heures pour pouvoir transporter l'organe jusqu'au receveur. On le met dans un liquide physiologique, un peu au froid, et ça va très très bien. Et l'organe tient le coup. C'est impossible pour le cerveau. Le cerveau a besoin d'oxygène tout le temps. S'il n'y a pas d'oxygène, c'est fini. Les neurones s'arrêtent de fonctionner tout de suite. D'accord ? Or, cet oxygène est amené au cerveau par les vaisseaux sanguins. Donc on comprend l'importance de ce réseau vasculaire et la nécessité de l'entretenir tout au long de sa vie. Et en particulier, de prendre ses bonnes habitudes à l'âge adulte. Donc on évite de fumer. On s'est rendu compte aussi que la dépression, le stress, les traumas crâniens, il ne faut pas faire de la boxe. Mais ça, je ne pense pas que beaucoup d'entre vous aient envie de vous mettre à la boxe dans cette salle. En tout cas, je ne vous le conseille pas. Et puis, le sommeil aussi est un moment dans la vie d'un homme important où le cerveau se répare, le cerveau va retraiter beaucoup d'informations, mais c'est aussi un moment où le cerveau va se réparer, il va éliminer les déchets, il va récupérer des produits utiles à son développement. Donc, il faut, dans la mesure du possible, essayer de dormir correctement. Les facteurs protecteurs sont un peu l'inverse des facteurs de risque. C'est évidemment l'activité physique, l'activité mentale et sociale et le traitement contre l'hypertension artérielle. L'activité mentale et sociale, c'est très, très important. Et ça, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, pour les mentales en tout cas. C'est-à-dire que cette curiosité intellectuelle qui fait que quand on dépasse un certain âge, qu'on a quitté le monde du travail et qu'on a devant soi des années à pouvoir s'occuper, à faire des choses intéressantes, si on n'a pas développé auparavant un minimum de curiosité, si on n'a pas des hobbies, si on n'a pas des intérêts, si on n'aime pas rencontrer les gens, discuter, visiter, jouer à des jeux qui sont plutôt des loisirs intellectuels, etc., c'est plus compliqué. Donc ces qualités-là, il faut les mettre en place entre 20 et 60 ans. Même chose pour les relations sociales. Si on a été un misanthrope toute sa vie, c'est pas à 65 ans qu'on va se faire des copains. Ça va être compliqué. Et au contraire, j'ai envie de dire, plus on vieillit, plus c'est compliqué de se faire des copains. Donc c'est un vrai talent. Et pourtant, c'est nécessaire. Il faut être entouré. Un homme seul est toujours en mauvaise compagnie. C'est pas de moi, c'est de, je ne sais plus qui, Paul Valéry. Mais a fortiori, quand on vieillit, il ne faut pas rester seul, il faut être entouré. Et c'est très important. Ça protège contre la maladie d'Alzheimer. Alors,
après 60 ans, eh bien, on a là, au fond, un peu les deux qui se rassemblent, c'est-à-dire qu'il faut entretenir à la fois la réserve cérébrale, le cerveau en tant qu'organe, et la réserve cognitive, le software, c'est-à-dire ce réseau incroyable de neurones entre eux avec leurs synapses qui se font et se défont tout au long de la journée. D'accord ? Et donc là, on voit bien qu'après 60 ans, eh bien, il y a des facteurs de risque, il y a des facteurs protecteurs. Facteurs de risque, c'est les mêmes qu'avant, c'est les fameux bourreaux du cœur, certaines maladies vasculaires, notamment les AVC. La surdité, ça c'est quelque chose d'assez spécifique après 60 ans, et en particulier chez les messieurs, parce que les messieurs deviennent plus facilement sourds que les dames. Alors il y a en plus le problème, c'est que non seulement les messieurs deviennent plus facilement sourds que les dames, mais les messieurs sont souvent un petit peu coquets, donc ils disent ils veulent pas être appareillés parce qu'ils ont moins de cheveux, ça se cache pas trop. Et puis en plus, il y a aussi un autre facteur qui vient se surajouter à ça et qui empêche le dépistage, qui est ce que j'appellerais la surdité conjugale, qui fait que de temps en temps on entend mal ce que dit le conjoint. Il y avait un humoriste qui disait l'amour rend aveugle et la vie conjugale rend sourd. Bon, mais donc cette petite blague à part, sachez que la surdité est un facteur de risque majeur de maladie d'Alzheimer. D'accord ? Majeur. Pourquoi ? Parce que si vous entendez mal, d'abord votre cerveau n'est pas stimulé correctement, donc on entrave la réserve cérébrale dont on parlait tout à l'heure. C'est un facteur de dépression et c'est un facteur d'isolement. Et très souvent, les gens repoussent le moment de mettre l'appareil. Et il y a un moment où c'est trop tard. Il y a un moment où c'est trop tard parce qu'on est un peu démotivé, que c'est pas évident de porter un appareil auditif. Il y a des habitudes à prendre. Il y a une ambiance sonore, il faut s'y habituer. C'est pas simple. Il faut plusieurs semaines souvent pour s'y habituer. Et passé un certain âge, les gens disent à quoi bon, allez, fous-moi la paix, laisse-moi tranquille. Et c'est très dommage. Donc, mesdames, si votre mari devient un peu dur de la feuille, poussez-le. Et messieurs, pour votre femme, pareil aussi, puisque ça peut arriver chez les dames aussi. Donc, il ne faut pas hésiter à entretenir vraiment ces sens. Je pense qu'il faut aller voir un ORL de toute façon tous les 2 ans pour justement faire un audiogramme, voir où est-ce que j'en suis. Il faut aller voir aussi un ophtalmo tous les ans pour être sûr que les yeux fonctionnent bien. Prévention du glaucome, prévention de la cataracte, de toutes sortes de maladies, la DMLA aussi éventuellement. Donc on vérifie tout ça. C'est très important d'avoir des capteurs en bon état pour pouvoir mémoriser correctement parce que si les capteurs ne sont pas en bon état, on n'enregistre pas les informations. Donc la surdité, l'isolement social, un facteur de risque majeur aussi. Il faut vraiment essayer de rester entouré. Et si on a des habitudes, on aime bien les jeux, les loisirs intellectuels, je préfère que vous jouiez au bridge avec un ordinateur que pas au bridge du tout, mais je préfère que vous jouiez au bridge avec vos copines qu'avec l'ordinateur. On comprend bien pourquoi, d'accord ? Mais c'est la même chose pour plein d'autres situations, d'accord ? Donc il faut, chaque fois que c'est possible, multiplier les occasions d'être avec des gens. C'est clair que ça joue un rôle important dans la prévention d'Alzheimer. La vie relationnelle, très important. Le cerveau a besoin d'être en relation avec l'autre pour être correctement stimulé. Les troubles du sommeil, on en a parlé, ils sont fréquents aussi après 65 ans et c'est sûr qu'il faut être attentif à ça. Bon, il faut éviter de prendre trop de hypnotiques
Mais bon, parfois on n'a pas le choix, mais il faut faire un petit peu attention avec les hypnotiques parce que parfois les gens prennent le petit cacheton le soir plus par peur de ne pas dormir que parce qu'ils ne dorment pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça finit par être un espèce de rituel. Si j'ai pas mon petit cacheton, je vais pas dormir. Ok? Alors qu'en réalité, ils peuvent peut-être s'en passer. Hein? Donc il faut quand même de temps en temps essayer de tester un peu, essayer de changer, en parler avec le médecin. Il ne faut pas diaboliser non plus. Je préfère que vous fassiez une bonne nuit avec le cacheton que des nuits blanches sans. D'accord? Mais je pense qu'il faut aussi de temps en temps avoir le courage de remettre un peu en question la prise du comprimé, voir si on ne peut pas un peu modifier les choses. Avec maintenant, on a la mélatonine, on a d'autres petits produits qui permettent de compenser un peu. Il faut essayer. Il y a des rituels qui sont suggérés. Enfin, il y a plein de techniques maintenant qui permettent d'essayer de trouver des solutions pour avoir des meilleures nuits. Facteur protecteur, l'alimentation. Alors malheureusement, on n'a pas trouvé le produit qui permet de booster la mémoire. N'en déplaise aux bacheliers qui vont dans les pharmacies au mois de mai pour aller acheter des produits au nom toujours très attractif du genre phospho quelque chose ou je sais pas quoi, cognitivo plus ou des trucs comme ça qui ont déjà un effet placebo peut-être, mais qui ne servent à rien du tout, hein, soyons clairs. Il n'y a pas de produit promnésiant, ça n'existe pas, d'accord? Donc c'est pas la peine. Il y a par contre des carences en vitamines qui peuvent donner des troubles de la mémoire, mais ils sont quand même assez rares si on s'alimente correctement aujourd'hui en France. On n'a pas ces carences-là. Hein. C'est surtout les vitamines de la lignée des vitamines B. Donc si vous avez un petit doute, vous demandez à votre médecin de vous doser. C'est surtout la B6, les folates et la B12. B6, B9, B12, c'est les 3 B qui sont importantes. La B1, on est rarement carencé parce que quand on est carencé, on le sait. Et puis, c'est très rare en France. Donc, bon, les vitamines... les cocktails vitaminiques, on adore donner des cocktails vitaminiques dès que les gens se sentent un peu fatigués. Ça ne sert à rien du tout, hein, sauf à vous rassurer, je vous le dis, sauf si vous êtes réellement carencé, si vous avez des carences en calcium, bien sûr. Si vous êtes carencé en vitamine D, ce qui est le cas de à peu près 70% de la population française à la fin de l'hiver, il faut prendre de la vitamine D. Il faut que vous en preniez quasiment tout au long de l'année. C'est rien, c'est une petite ampoule par mois. Hein. Il faut prendre de la vitamine D parce qu'on est très souvent carencé, mais on n'est pas obligé de prendre un cocktail polyvitaminique. On prend de la vitamine D. S'il y a des choses qui manquent, on les prend. Parce que les gens pensent que plus je prends de vitamines, plus je vais être en forme. C'est faux. Ça peut même être contre-productif. D'accord ? Il y a des hypervitaminoses qui sont dangereuses. Donc les gens ne savent pas ça. Et souvent, alors ils prennent un petit cocktail de ci, donné par un toubib, puis un petit cocktail de là, donné par un autre. Et quand vous regardez de près, vous vous rendez compte qu'il y a à peu près les mêmes produits dans les deux cocktails. Ça fait que les gens finissent par avoir trop de produits. C'est totalement inutile. L'alimentation qui fonctionne bien pour le cerveau, c'est une alimentation avec des assiettes colorées. Ça veut dire quoi une assiette colorée? Ça ne veut pas dire une jolie assiette bien peinte. C'est pas de ça dont il est question. Hein? C'est une assiette qui a plein de fruits et de légumes, et plus les fruits et légumes sont sombres, colorés, ont des couleurs vives, mieux c'est, parce qu'ils sont riches dans tous ces produits qui nous intéressent, les polyphénols, les flavonoïdes, et tous ces trucs qui sont des antioxydants utiles pour freiner le vieillissement cérébral. On est le pays de la gastronomie, on mange tellement bien dans ce pays, c'est
une merveille. Et on a donc tous la possibilité de manger varié, de manger sain tous les jours si on s'en donne la peine, d'accord ? Donc si vous voulez vieillir en bon état, faites un effort, mangez bien avec les produits du bord. C'est vrai que parfois ça coûte un peu d'argent, mais je pense que c'est un investissement qui en vaut vraiment la peine. Ma fille vit aux États-Unis. Elle me dit, papa, tu te rends pas compte comme les gens là-bas mangent mal. C'est horrible, la qualité des produits, mais c'est horrible, 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 d'accord ? Non seulement la cuisine est horrible, mais en plus les produits sont de très mauvaise qualité. Donc on a une chance folle, nous, ici. Donc il faut vraiment le savoir et en profiter. Les oméga 3, on en parle un peu. C'est vrai que c'est intéressant pour le cœur. Les études ont montré que les gens qui avaient quelques problèmes cardiaques, risque d'infarctus, choses comme ça, ont intérêt à prendre les oméga 3. Pour ce qui est de la prévention des troubles cognitifs, aucune étude n'a montré qu'il y avait vraiment un intérêt à prendre les oméga 3. Vous avez beaucoup plus intérêt à manger toutes les semaines 1 ou 2 parts de poissons des mers froides, riches en oméga 3, c'est-à-dire le saumon, le thon, le hareng, la sardine. Voilà, manger un peu de sardine, c'est très très bon pour la santé, la sardine. D'accord ? Voilà. Et vous inquiétez pas trop pour ce qu'on raconte sur le plomb, le zinc, le mercure qu'on trouve dans ces poissons. Si vous n'en mangez pas trop, il n'y aura pas de problème. D'accord ? Varié. Voilà. Donc après, facteur protecteur, c'est toujours la même chose, activité physique et mentale. Il ne faut pas s'arrêter, il faut faire du sport. Hein. Très important. On a montré que les gens qui marchaient en moyenne 30 minutes par jour diminuaient de manière significative leur risque d'avoir Alzheimer et plein d'autres maladies. D'accord ? Il ne faut jamais s'arrêter de bouger. Hein. Le corps qui est le nôtre est hérité de la période où on était homme de Cro-Magnon et jusqu'à il y a à peu près, je dirais, 60 à 80 ans. C'est-à-dire que depuis Cro-Magnon jusqu'à nos arrière-grands-parents, ils bougeaient tout le temps, ces gens-là. Ils étaient tout le temps en mouvement. 80% de la population française était paysanne et ils bougeaient tout le temps. Et puis les gens, ils n'allaient pas en bagnole pour aller acheter le pain. Ils faisaient tout à pied, à cheval, etc. Ils bougeaient tout le temps. Et ça n'est que depuis, on va dire 1, 2, 3 générations qu'on est devenu, l'homo erectus est devenu homo sedentarus, derrière un écran. Hein, et puis il regarde les trucs, et il ne bouge plus. Mais notre corps n'a pas été fabriqué pour ça. Et le corps s'use parce qu'on ne s'en sert pas. Et quel que soit l'âge, et qu'on n'aille pas me dire à 75 ou à 80, « Ah, docteur, non, je ne peux pas bouger parce que j'ai mal ceci, parce que le docteur m'a dit que le cœur, parce que. » Non. Il y a une activité physique pour tout le monde, quel que soit l'âge. C'est très rare que ça soit totalement contre-indiqué. Et c'est important de le faire. C'est même indispensable. C'est le meilleur remède anti-âge qui soit. On n'a rien trouvé de mieux. Il n'y a pas aujourd'hui plus efficace que de faire de l'exercice physique pour lutter contre le vieillissement en général et le déclin cognitif en particulier. Bon, pour le déclin cognitif, il n'y a pas que ça. Mais on va dire le vieillissement. Et c'est un tout de toute façon. Donc l'exercice physique, très important. Pas de retraite intellectuelle. On continue à faire des choses. Les 3 activités qui ont, semble-t-il, le plus d'efficacité pour vraiment développer notre fameuse réserve cognitive, c'est apprendre une langue étrangère ou réapprendre. Vous étiez bonne en anglais, vous avez un peu oublié, allez prendre des cours d'anglais. Écouter de la musique, voire jouer de la musique. Si vous avez aimé jouer du piano, vous avez un peu laissé tomber, remettez-vous au piano.
Et si vous aimez la musique, écoutez de la musique. Et lire des bouquins. Ce sont les 3 activités qui ont montré qu'elles stimulaient le plus d'air cérébral en même temps. Quand vous faites ça, vous stimulez plein d'air cérébral en même temps. Quand vous faites du sudoku, vous stimulez quelques aires cérébrales. Mais quand vous écoutez de la musique, vous en stimulez beaucoup plus. Parce que non seulement ça stimule évidemment l'audition, mais aussi des souvenirs que vous rappelle cette musique, mais aussi probablement d'autres choses, etc. Enfin bref, c'est incroyable comme dans le cerveau d'un homme qui écoute de la musique, il y a une quantité d'air qui s'éveille en même temps, qui est beaucoup plus élevée que pour d'autres activités. Donc la musique, la lecture et la langue étrangère. Voilà 3 activités qui sont sans doute les plus efficaces. Mais si vous avez envie de faire de l'aquarelle ou si vous voulez vous mettre au théâtre, je ne suis pas contre non plus, bien sûr. D'accord ? Mais il faut faire quelque chose. On ne reste pas à rien faire. Et on a une chance folle aujourd'hui avec les outils numériques parce que ça nous permet, si on peut les utiliser à bon escient, de s'ouvrir sur le monde, etc. Je viens de finir, là, j'écris tous les mois une petite chronique dans Notre Temps. Je suis sûr qu'il y a des lecteurs de Notre Temps dans cette salle. Eh bien, j'écris tous les mois une petite chronique, justement, sur la médecine, etc. Et là, je suis en train d'écrire une chronique sur les outils numériques sont-ils bons pour les fonctions cognitives des seniors ? Oui, les outils numériques sont excellents pour les seniors, parce que c'est très stimulant dès lors qu'on les utilise à bon escient. Il y a effectivement un risque qui a été appelé par certains la démence numérique. Mais ça, c'est un risque qui ne vous concerne pas, qui concerne vos petits-enfants. Vous les voyez, ils sont complètement obnubilés par leurs appareils, ils sont à zapper à longueur de temps, ils ne peuvent pas rester concentrés plus de 20 secondes sur un truc, il faut qu'ils en changent tout le temps. Ça, c'est un vrai sujet. Mais je ne pense pas que ça vous concerne vous. Vous utilisez ça pour comprendre certaines choses, approfondir des connaissances, envoyer des mails aux petits-enfants, etc., faire des photos, tout ce que vous voudrez. Et ça, c'est formidable. Et même converser avec des proches ou des gens très lointains. Donc ça, c'est top. En réalité, le vrai danger, à votre âge, parce que je vois bien, quand je vous vois, vous n'êtes pas des perdreaux de l'année, ça c'est clair, mais moi non plus, donc tout va bien. Le vrai problème, c'est ce qu'on appelle la fracture numérique. Vous vous souvenez de Jacques Chirac qui parlait de la fracture sociale, ça a donné ce que ça a donné, mais il y a ce terme de fracture numérique pour désigner justement ce passage qui est assez clairement observé, où à un moment dans l'évolution de l'âge d'un individu, on décroche avec les outils numériques. Et il y a une statistique que je publie dans mon petit article, là, je l'ai lu ça aujourd'hui même. Eh bien, l'INSEE a montré que jusqu'à 70 ans, vous avez à peu près 80% des Français qui sont connectés. Enfin, on va dire entre 55 et 70 ans, 80% des Français sont connectés d'une manière ou d'une autre. Au-delà de 70 ans, ça bascule à 45%. Donc, paf, ça décroche à ce moment-là. Et c'est pas bon. Il ne faut pas décrocher. Il ne faut pas décrocher. Il faut vraiment continuer. Alors, il y a un effet de génération. C'est sûr qu'aujourd'hui, si vous avez 90 ans, vous n'étiez pas à un âge où c'était facile pour vous
de comprendre l'ordinateur, de comprendre même les smartphones, etc. C'était un peu plus compliqué. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple quand on est plus jeune et il ne faut pas décrocher. Même si c'est compliqué, on se fait expliquer. Il y a ChatGPT, il faut aller sur ChatGPT. Quand vous allez aller sur ChatGPT, vous allez voir, c'est inouï, ce truc. Moi, j'avais peur de ChatGPT, et ça n'est qu'il y a 2 ans que ma fille m'a dit « Mais papa, allez, va sur ChatGPT, mais je ne sais pas comment faire. » « Mais viens, je vais te montrer. » Elle m'a montré et tout, et maintenant, je regarde ChatGPT tout le temps. Et c'est un outil extraordinaire, et c'est très, très facile à utiliser. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller, il faut rester connecté avec ces outils-là, parce que ça vous permet de développer votre réserve cognitive. D'accord ? Voilà. Alors, pour conclure, je ne sais pas, je pense que j'étais un peu long, je ne sais pas. Il est quoi ? Oui, bon, tant pis. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Je termine avec... Hop, voilà. Pour vous dire que demain, c'est clair que... Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va en savoir un petit peu plus sur les mécanismes. On pourra certainement avoir des interventions plus fines. On aura aussi une médecine personnalisée. Je pense que d'ici une dizaine d'années, on pourra proposer aux gens entre 65 et 75 ans un bilan sanguin où on pourra leur dire « Attention, vous êtes à risque pour développer une maladie d'Alzheimer, donc vous, on va vous suivre de près. Peut-être qu'on va vous donner un médicament pour bloquer et vous allez faire plus attention à ceci, cela, cela. » Donc c'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée. C'est la médecine de demain, mais c'est valable pour Alzheimer, c'est valable pour le cœur, c'est valable pour le cancer, pour plein de choses. Et puis on aura sans doute des traitements préventifs aussi. Si justement on sent que vous êtes en danger, on vous dira prenez ce médicament à titre préventif. D'accord ? Et puis, je veux quand même finir par vous montrer cette petite diapositive qui peut-être vous permet de comprendre pourquoi est-ce que j'ai eu l'idée de monter la Fondation Recherche Alzheimer il y a 20 ans. Là, aujourd'hui, les 15 millions d'euros qui sont levés en France, il y en a 10 par nous. C'est pour vous dire que, voilà, on est encore vraiment très, très, très loin du compte. Et que si, effectivement, on veut arriver au même résultat que le cancer, il va falloir qu'on s'y mette tous. Pourquoi est-ce qu'on a ce résultat avec le cancer ? C'est tout simplement parce que depuis 80 ans, vous êtes tapé toute l'année pour donner de l'argent pour le cancer. Je suis sûr qu'il n'y a pas une personne dans cette salle qui n'a pas donné un jour 5 euros, 10 euros, voire plus, pour le cancer. Des enfants, des femmes, tout ce que vous voudrez. On a tous fait ça. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on a les résultats qu'on connaît. D'accord ? On s'est tous battus à notre niveau pour obtenir des résultats. Mais là, si on continue à dire que Alzheimer, c'est la maladie d'un autre et qu'on s'en tape complètement et qu'ils n'ont qu'à se débrouiller, 1 sur 3 dans cette salle va avoir Alzheimer. D'accord ? Donc c'est à vous de décider. C'est à nous tous de décider. C'est à tous les niveaux de la société de décider qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue comme ça ? Voilà. Je veux rien voir, je veux rien entendre. D'accord ? Ce qui est un peu le cas en ce moment. On peut aussi décider de prévenir Alzheimer. Et puis, on peut aussi se dire qu'on va soutenir la recherche et on va faire avancer les connaissances. Voilà. Merci de votre attention.